Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 mars 2022. Alors, tel que promis hier, même s'il m'en coûte un peu de quitter les hauteurs béantes, de quitter l'air pur, l'air frais, l'air des cimes de la pensée de Christina Campo, ou Zambrano ou encore Simone Veil, n'avons qu'une seule envie, par les temps qui courent, c'est se maintenir très, très, très haut, tant l'atmosphère, elle est délétère, elle est basse. Une atmosphère de rampante, une atmosphère de... Il me semble que le fiel est partout. Alors oui, mondanité et sainteté, la parfaite urbanité, la parfaite correction de parole, la retenue, la politesse, en fait, sans doute seront nos ultimes armes pour affronter la muflerie, pour affronter les gens qui se croient autorisés à nous gourmander, à nous conscientiser, à nous éveiller, à projeter sur nous, leur ressenti. Alors, on redescend un peu, mais le personnage est singulier, Eugène Achard. Il est singulier parce qu'il a énormément écrit, il l'a énormément publié, et tous les libraires, avec un peu d'expérience, ont eu à tenir entre leurs mains des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de livres écrits par Eugène Achard, et ils ont eu tous le même réflexe, ne pas s'emporter acquéreur. Alors oui, jamais, en fait, et tout le monde le connaît. Demandez à n'importe quel libraire s'il connaît Eugène Achard, il va vous dire oui. Et si vous lui demandez « Parlez-moi d'Eugène Achard », ils vont rien vous dire. Et moi-même, en toute humilité, je connaissais assez peu l'auteur, mais ce qui a attiré mon attention et qui a fait que j'ai fait quelques recherches, sommaires, va sans dire, mais j'ai cru comprendre aussi qu'il y aurait beaucoup à dire sur Eugène Achard. Et sans doute, mon jeune ami Pierre B., qui se reconnaîtra ici, peut-être qu'il y aurait une biographie à faire sur ce personnage singulier. Alors, qu'est-ce qui m'a mis sur la piste, et dans ce cas-ci, c'est vraiment la piste d'Eugène Achard, c'est ceci que je vous montre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je me suis rapproché. Alors, c'est quoi? C'est la librairie illustrée, qui est sans doute l'ancêtre de mon libraire, volume 1, numéro 1, novembre 1976. Et on y retrouve, entre autres, un texte sur la tradition orale et Eugène Achard parle. Mais ce que j'y ai appris, et c'est de là mon intérêt soudain pour cet auteur mille fois croisé, c'est ceci. Eh oui, la librairie Eugène Achard, 84-87 Saint-Laurent. Alors, je vais vous dire un petit mot, toujours prélevé sur l'encyclopédie qui est Wikipédia. Alors, Eugène Achard, il est né en 1884 dans le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme que j'ai eu le grand bonheur de visiter en 2001 et qui m'a laissé une impression extrêmement favorable. La présence, un des berceaux de l'art roman, m'a tout à fait enchanté. Et faut bien le dire aussi, le paysage rugueux n'était pas sans me déplaire et j'y reconnaissais d'une certaine manière mon cher Québec. Et il est mort, Eugène Achard, donc né le 3 avril 1884, et mort à Montréal le 26 décembre 1976.
Alors, il est rentré chez les frères Maris en 1898, à l'âge de 14 ans. Il prononce ses vœux. Il prend le nom en religion du frère Louis Marius. Alors, il obtient un brevet d'enseignement primaire français et se consacre à l'enseignement primaire. À la suite de la promulgation en France des lois Combes qui interdisent aux congrégations d'enseigner, il s'établit en 1903. Il faut prendre le temps ici de dire que les révolutions, les contre-révolutions, l'instabilité politique de la France ont fait que régulièrement nous avons reçu parmi nous des Français, souvent religieux, qui quittaient à cause de l'environnement politique. Alors, on a eu des vagues successives des religieux. Là, maintenant, la vague actuelle de Français, c'est pour toute autre raison. Je ne crois pas que ce soit pour des raisons religieuses. À moins qu'ils veulent fuir quelque chose, une menace qu'ils jugent extrêmement inquiétante. Alors, qui interdisent aux congrégations d'enseigner, il s'établit au Québec en 1903, donc à l'âge de 19 ans. Il enseigne d'abord pendant 1 an au collège Saint-Joseph de Granby. En 1906, il obtient un diplôme d'enseignement de la province de Québec. Il enseigne à l'école d'Iberville, puis il en devient directeur. Et il fait des études de pédagogie à l'Université de Montréal et obtient en 1911 son diplôme moderne de pédagogie, lettres et philosophie. Il fait un séjour d'études en France et obtient en 1920 un baccalauréat S et lettres de l'Université de Lille. Il rédige plusieurs ouvrages scolaires, en particulier des manuels de géographie pour le compte des frères maristes. Il est atteint par la grippe espagnole. En 1920, il est atteint de surdité partielle. En décembre 1924, il est relevé de ses vœux de religion et il quitte l'enseignement. En 1926, il épouse Marie Bouchard. Il se lance dans l'écriture. Il est l'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, en grande partie de la littérature d'enfance et de jeunesse, incluant des nouvelles, feuilletons et quelques romans. Il est surtout connu pour ses récits, contes et légendes qu'il rassemble en plusieurs recueils. Il est fondateur des revues pédagogiques, l'École canadienne en 1925, la Ruche écolière en 1927, devenue en 1931 la Ruche littéraire, et l'École primaire en 1930. Et là, on nous explique que son activité elle a été incessante. De 1930 à 1935, il occupe le poste de directeur adjoint de la Bibliothèque municipale de Montréal et crée la Salle des documents publics qu'il dirige jusqu'en 1955. En 1934, il fonde des éditions du Zodiac comme relève des éditions de la Librairie générale canadienne. Il acquiert en 1960 une librairie, boulevard Saint-Laurent à Montréal, et il tient lui-même son magasin jusqu'à sa mort accidentelle le 26 décembre 1976. Ah, vous avez compris, il a été libraire pendant 16 ans. Il est membre fondateur de la Société des écrivains canadiens, de la Société des écrivains canadiens pour la jeunesse et la Société des auteurs canadiens, et il participe à l'Association des éditeurs canadiens du livre français. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des ouvrages publiés, mais ce que dit Victor Lévy-Beaulieu est d'avis qu'Eugène Achard, comme conteur, révolutionna le merveilleux québécois en y intégrant la mythologie amérindienne, les sorcières sympathiques et la poétique sociale. La rue Eugène Achard à Montréal et depuis la rue Eugène Achard à Québec porte un nom. Un fonds Eugène Achard est conservé à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, s'ensuit ici une très, très, très longue liste
de ses ouvrages, il était un intarissable polygraphe, je vous en donne quelques-uns. L'héroïne de Châteauguay, Le retour de la petite réfugiée, Une nuit de Pâques à Jérusalem, La petite rose de Lisieux, Notre-Dame des Rocheuses, Le pirate du Saint-Laurent, Le ranch de Lubarré, La randonnée de l'oiseau-mouche, Sur les pistes du grand désert blanc, Le casseau d'écorce magique, Le patriote, Le corsaire de la baie du Thon, La dame blanche du Cap Diamant, La grande aventure de Jean Cousin, La grenouille verte, Les vacances de Geneviève, Le vainqueur du rodéo, Le corsaire du gant de fer, et là ça continue, ça continue. Au temps des Indiens rouges, récits et légendes, Anéata et Dérana, les jumelles d'Ochalaga, légende indienne, les contes de la Clairefontaine, les petits clercs de Santarem et autres contes, et voilà, et voilà. Alors donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait le livre pour la jeunesse. Je vais m'approcher, tenez. Les ouvrages étaient, nous sommes loin de l'extrême qualité que nous offrent aujourd'hui les auteurs et dessinateurs pour l'enfance et pour la jeunesse. Mais, ah oui, en plus, ça, c'était des adaptations françaises. Alors, tenez, je vous montre Sainte-Thérèse d'Avila, Les belles histoires vraies, Héros, vous voyez, ici, vous pouvez reconnaître qu'il y a un chef indien, en guidant son peuple à travers les eaux tumultueuses. Je vais y revenir. Je sais que ces ouvrages, je vais essayer de vous retrouver dans cette séquence qui est une suite logique, au fond, à la séquence de 2021, 150 vidéos consécutives sur l'atmosphère de couvre-feu obsidional. Parfois, je ne me réécoute jamais. Et je pense qu'on a tous un peu de la difficulté, chacun d'entre nous, avec sa propre voix. Ne me réécoutant jamais, mais de temps en temps, je regarde si le nombre de vues augmente. Évidemment, mon auditoire est peu nombreux, mais loin de m'en désoler, j'y vois là quand même... j'y vois là un signe d'amitié, en tout cas, pour ceux qui m'écoutent. Et par les temps qui courent, mais d'avis que l'amitié est notre bien le plus précieux. Et je vais donc, cette séquence qui... En fait, peut-être que là, j'ai des projets, ou si on a des projets, Fabienne et moi, peut-être d'aller s'y pivarder dans la nature. Peut-être je vais apporter la caméra, peut-être je vais trouver des endroits où je peux téléverser la vidéo, ou je vais faire des vidéos et je vais les accumuler et vous les proposer en rafale, car je ne suis pas prêt à dételer. Je ne suis pas prêt à dételer, je constate en tout cas que sur mon esprit, cela le structure. Je suis obsédé par la guerre d'Ukraine, je ne vous le cacherai pas. Pour moi, c'est l'événement cataclysmique par excellence qui a battu la COVID, qui était lui-même un événement hors norme, dont aujourd'hui on semble relativiser l'impact et on semble penser qu'on a exagéré. L'Organisation mondiale de la santé parle quand même de 15 millions de morts. On ne dit rien sur les cas de COVID long. On ne dit rien sur tout ce que ça introduit dans notre société comme suspicion, comme crise à l'égard des institutions, quelles qu'elles soient. Et on se demande bien, en tout cas, si cette période COVID ne préfigurait pas des désastres plus grands. C'est ce que je pense. Je m'en étais ouvert à quelques reprises lors de la séquence obsédionale. Alors, je vous lis l'entretien qu'a accordé Eugène Achard. Le texte est curieusement construit parce que il
il s'avance, et après, il répond à des questions que son interlocuteur lui a posées. Mais pendant quelques paragraphes, on dirait qu'il s'exprime en roue libre, sans interlocuteur devant lui. Il ne m'appartient pas de critiquer le genre d'enseignement de l'école d'aujourd'hui. On est en 1976. Je ne peux cependant m'empêcher d'être étonné de la manière dont l'histoire de notre pays est enseignée. À ces jeunes gens dont l'esprit n'est pas encore formé, et par le fait même incapable de juger, on parle surtout de la lutte des classes. Le mariste n'est pas loin, hein? Au lieu de soulever l'enthousiasme pour le pays où ont vécu nos ancêtres et où nous vivons après eux, on cultive la haine. Une affirmation politique lourde de sens. Rien de ces grands faits qui embellissent notre histoire, rien de ces grands hommes qui ont dévoué leur vie au bien-être de leur pays et sont devenus des héros. Refrain qu'on entend encore aujourd'hui, mais c'est un peu vrai parce qu'on a eu de véritables héros, excusez-le. Et c'est pas un lapsus, qui ont fondé, qui ont ouvert ce continent. Alors, je vous renvoie, comme d'habitude, au livre de Fécheur et au livre de Gélavard. Pourquoi faut-il, hélas, que nos maîtres d'école n'aient pas ce goût de faire de leurs élèves de vrais Canadiens, fiers de leur pays, fiers de ceux qui les ont précédés et décidés à servir à leur tour le pays qui les a vus naître pour le rendre encore plus grand et plus prospère? Pour ma part, j'ai fait 20 ans la classe, et chaque jour était terminé par le récit d'un haut fait de quelques héros canadiens, ou quelquefois par une légende qui mettait en vedette quelques grands faits de notre histoire. Le tout se terminait par une marche candée autour de la classe, au chant de l'hymne au Canada. C'est ainsi que je prétendais former des Canadiens fiers de leur pays et résolus à le servir. En plein succès, un accident a brisé ma carrière. Devenu subitement dur d'oreille, j'ai dû abandonner l'enseignement. Mais cet idéal, je l'ai continué dans ma carrière d'écrivain. Tous mes livres, en effet, sous leur forme romanesque, sont des livres d'histoire du Canada. L'homme blanc de Gaspé, par exemple. Chance, ce jour où Jacques Cartier planta une croix sur la presqu'île de Gaspé et prit possession du pays. C'est ce jour-là que naquit le Canada français, et c'est ce jour qui devrait être choisi comme fête nationale du Canada français, et même du Canada tout entier, parce que cette prise de possession commencée à Gaspé s'étendit jusqu'aux Rocheuses par les découvertes des voyageurs, la Vérandrie et les autres. Il me suffirait de citer ici quelques titres pour bien montrer que cet idéal a rempli toute ma vie. La grande découverte de l'Ouest canadien, sur le grand fleuve du Canada, le royaume du Saguenay, ceux qui firent Montréal, sous les plis du drapeau blanc, le corsaire de la baie d'Hudson, sur les sentiers de la Côte-Nord, les légendes de Richelieu, le trésor de l'île aux Noix, le corsaire aux gants de fer, l'héroïne de Châteauguay, et ainsi de suite, jusqu'au 75e titre qui compose mon œuvre littéraire, dont je suis en train de préparer une édition définitive pour célébrer mon centenaire, qui aura lieu dans 8 ans si Dieu me prête vie. Certes, j'aurais pu parler d'autres pays, mais mon but a toujours été de faire connaître le Canada à la jeunesse canadienne. Si on leur présente des manuels scolaires, souvent nos jeunes les trouvent trop sévères et en sont rebutés. Mais quand on leur présentera l'homme blanc de Gaspé, le corsaire aux gants de fer, tout de suite ils sont attirés et lisent avec plaisir ces pages qui leur parlent de leur pays. Je n'ai jamais parlé en mal des Anglo-Canadiens.
Ils font leur travail. À nous de faire le nôtre. Il y a moyen de vivre en harmonie. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. J'ai simplement voulu que moi-même et mon œuvre soient respectés. Quand je recevais d'Ottawa une lettre en anglais, je la retournais tout simplement avec la mention « Please send a French copy » et jamais on n'a refusé ma demande. Au contraire, quand on se met à engueuler les Anglais, ils nous rendent appareils et ils n'ont pas tort. Nous sommes destinés à vivre les uns à côté des autres. Pourquoi ne pas s'entendre tout en se faisant respecter? Les Anglo-Canadiens sont chez eux. Les Canadiens français le sont aussi. Et il y a moyen de vivre en bons camarades. Je le répète, je les ai toujours bien traités et ils m'ont rendu l'appareil. Je n'ai jamais travaillé pour eux. Ce n'était pas mon affaire. À l'âge de 92 ans, j'ai compris que ma carrière était terminée, mais que je pouvais quand même demeurer parmi mes livres. Assez extraordinaire. À l'âge de 92 ans, écoutez, c'est extraordinaire. Tel est mon souhait d'ailleurs. Hein. Je vous préviens tous, j'ai l'intention de rester libraire au moins pour les 20 prochaines années. Je dis au moins. Voilà, maintenant il est question de sa librairie. De là la vidéo. Ma librairie n'est pas une librairie de commerce. C'est une librairie d'amitié. Je reçois mes clients en amis et tâche de leur fournir les titres qu'ils aiment et au besoin, les choisissant avec eux. Ainsi, je leur apprends à aimer les livres comme je les aime, les miens bien sûr, mais aussi d'autres auteurs aussi. Je tâche de donner à ma vitrine un aspect attrayant. Comme elle se trouve à un arrêt d'autobus, beaucoup la regardent en attendant que leur autobus arrive. Ils font ainsi leur choix. Et quand ils rentrent, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Voilà maintenant, il y a un interlocuteur qui apparaît. Quand avez-vous commencé à écrire des livres? À moins que c'était une longue tirade et son interlocuteur lui a passé une question qui n'est pas fait mention dans le texte. Et notre sémillant vieillard, nous offrant à la fois sa philosophie, sa vision des relations sociales, sa vision même de ce qu'est le Canada. It's a wonderful country. Quand avez-vous commencé à écrire des livres? Très tôt. Et à ce point de vue-là, mon arrivée au Canada est assez comique. C'était en 1900. J'avais 16 ans. Et déjà, j'avais lu 232 volumes, dont tous les titres étaient écrits dans un carnet. Chaque fois que j'ouvrais mon livre et il lisait un titre, tout le livre lui-même me passait devant les yeux. Dès le lendemain de mon arrivée, je montrais le dit carnet à mes nouveaux amis en leur disant « Maintenant, je vais lire des livres canadiens. » Mes amis se sont mis à rire. « Les livres canadiens? Il n'y en a pas, me dirent-ils. Vous n'avez pas de livres ici? Oh, il y en a bien quelques-uns, mais ce sont des livres venus de France. À part cela, il y a bien ici, par là, quelques gros volumes, mais on ne les regarde pas. Mais alors, que faites-vous pour lire? On en fait venir de France. Si c'est comme ça, je vais en faire moi-même. Ils seront tous sur le Canada. Mes amis se mirent à rire en disant « Avant d'écrire des livres sur le Canada, vous ferez bien de vous renseigner un petit peu et d'attendre. Parce qu'il paraît que demain, vous devez aller voir des Indiens avec leurs plumes. » En effet, j'étais encore parmi ceux qui croyaient que le Canada était un pays peuplé d'Indiens, qu'en un mot, il y en avait à peu près autant que de Blancs. J'étais venu au Canada pour faire la classe, et après un bref recyclage, je fus installé. Et alors ce fut un nouveau désenchantement. Comme les autres livres, les manuels de classe venaient de France. Je passais mon temps à faire crayonner des changements, par exemple, la géographie, afin qu'il soit un peu question du Canada. C'était par là qu'il fallait commencer. Au bout de 3 ans, je pus enfin faire publier une géographie
entièrement canadienne, où le Canada et la province de Québec prenaient le rang qui leur convenait. D'autres manuels ne tardèrent pas à suivre. Rédaction par l'image, éléments de grammaire avec des exemples bien canadiens. Mon travail fut apprécié en haut lieu et me valut la décoration du mérite scolaire 3e degré. Aujourd'hui, je sens que mon œuvre est terminée. Mais j'ai conscience d'avoir bien servi ma patrie d'adoption, qui de son côté m'a donné une vie heureuse et pleine d'attraits, parce qu'elle a été continuellement active. Au fond, j'ai beaucoup travaillé, mais toujours avec la joie dans l'âme. Alors voilà. Eugène Achard vous parlait par la voix de son intercesseur, libraire et confrère. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Tenez, je vous remonte la revue. Je vous remonte également le livre en question. Et c'est tout. Et à demain.